C'est avec plaisir que je vais ouvrir cette session dédiée à l'oncogénétique en onco-urologie. Effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées sur la biologie moléculaire des cancers, avec à la fois le côté somatique, mais aussi constitutionnel. Donc, en fait, cette session va s'articuler autour d'un focus sur le cancer de prostate et sur le cancer du rein, avec à chaque fois la double perspective. La perspective génétique constitutionnelle, première partie du topo, et suivie par une mise en perspective clinique, deuxième partie. Il y aura une table ronde qui sera divisée en deux. Première partie de la table ronde après les deux topos prostate, qui sera animée par Virginie Verker, et deuxième table ronde après les deux topos sur le cancer du rein. Bien entendu, n'oubliez pas d'envoyer vos questions en utilisant le chat, et je vais tout de suite laisser la parole à Christelle Collas. Bonjour, bonjour à tous. Je vous partage mon écran, je pense que ça y est, ça fonctionne. Alors, Christelle Collas, je suis oncogénéticienne à l'Institut Curie et je suis responsable de l'unité de génétique clinique, donc des consultations d'oncogénétique. Et je suis ravie de l'invitation, on m'a demandé de vous parler du versant constitutionnel des analyses génétiques qui concernent les cancers de la prostate. Alors, du coup, je fais des petites généralités rapides, mais la démarche en oncogénétique, en fait, l'objectif, c'est de répondre à une personne qui s'interroge sur son histoire personnelle et ou familiale de cancer, de se baser sur les ressources de l'épidémiologie et puis de la génétique moléculaire pour préciser son risque tumoral et dire si on la classe dans un groupe à risque élevé, très élevé, ou bien si elle a un risque équivalent à celui de la population en général. Et de ce classement en niveau de risque va découler une prise en charge médicale adaptée au risque. D'ailleurs, qu'on fasse un test ou pas, qu'il y ait une mutation identifiée ou pas. Et donc ça, c'est l'enjeu personnel, on va dire, du test génétique constitutionnel. Et il y a un enjeu familial aussi que vous connaissez déjà, qui est dans une famille où il existe une histoire familiale. Là, je vous ai mis une famille avec des cancers de la prostate et un cancer du sein chez une femme. L'idée quand on trouve un cas index porteur, c'est aussi de proposer un test aux autres membres de la famille qui le souhaitent pour rassurer les non-porteurs et surveiller les personnes porteuses. Et par exemple, dans cette famille, le cas index, c'était ce patient avec un cancer de la prostate à 49 ans et on a trouvé chez lui une mutation BRCA2 qui est un des gènes majeurs de prédisposition pour la prostate, j'y reviendrai. Et on peut reconstituer un peu cette transmission avec l'allèle muté qui est ici représenté en rouge, qui vient de sa mère qui a eu elle un cancer du sein et qui a été présent aussi chez son oncle et son cousin qui a eu des cancers de la prostate. Et donc, ça permet de proposer un test à d'autres personnes de la famille. Je pense en particulier, par exemple, au frère de ce patient qui était négatif et qui, du coup, peut être rassuré puisque son risque rejoint celui de la population générale, mais aussi aux femmes de la famille qui, avec BRCA2, sont concernées par un surrisque de cancer du sein et de l'ovaire. Donc là, par exemple, cette petite cousine qui était porteuse et qui avait l'âge de commencer une surveillance. Alors, j'insiste sur cet enjeu familial parce qu'en fait, l'information à la parentèle est régie dans le cadre d'un texte de loi et il est important que les gens qui font des tests constitutionnels soient informés, enfin il est légal de les informer de leur obligation d'informer leur famille en cas de mutation identifiée s'il y a des bénéfices médicaux à cette information. On pourra y revenir si vous voulez, c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste pour vous le signaler. Alors, sur ce qui concerne plus spécifiquement les situations pour lesquelles on proposerait une analyse dans les cancers de la prostate, il n'y a pas de consensus national sur les indications ni sur les gènes à analyser. Je vais vous signaler ce qu'on a retenu, nous, à l'Institut Curie, et qui est globalement un peu ce qui est fait partout, mais ce qui peut se discuter. Alors, il y a des indications individuelles. Ce sont des patients atteints de cancer de la prostate, soit d'emblée métastatique, soit avec un âge inférieur à 50 ans et un glisone égal ou supérieur à 8, ou bien des patients qui ont un antécédent personnel d'un autre cancer du spectre, donc un homme qui aurait eu un cancer du sein avant, c'est rare mais c'est possible, mais aussi du pancréas ou un mélanome, puisque ce sont des cancers qu'on observe avec les mutations BRCA2.
Donc ça, ce sont vraiment sur des cas isolés. Et puis, il y a le côté familial aussi, bien sûr. Alors, on compte les cancers dans la même branche parentale et on peut compter les cancers du féminin sein ovaire au 2e degré s'il y a une transmission par un homme. Et donc, globalement, on retient les histoires familiales avec un cancer du sein avant 50 ans ou un cancer de l'ovaire associé au cancer de la prostate de la personne qu'on a devant nous, ou bien 2 antécédents de cancer du spectre BRCA, donc ça peut être sein, ovaire, que je vous ai parmi, mais pancréas, mélanome, ou bien une histoire familiale pure de cancer de la prostate avec au moins 3 cas, donc le patient plus 2 autres cancers de la prostate chez des apparentés au 1er ou au 2e degré. Ce sont des familles souvent que vous, les cliniciens, identifiez et que vous nous envoyez en consultation. Alors, il y a une nouvelle indication de consultation de génétique qui est plus récente, qui sont des patients qui ont eu des analyses tumorales à visée theranostique, on y reviendra, et chez qui on a trouvé une mutation dans la tumeur, et pour lesquels, du coup, on voudrait savoir si cette mutation est constitutionnelle, parce que c'est important pour eux et leur famille, et donc ils nous sont adressés en consultation de génétique pour le test constitutionnel. Et donc, ce qu'on leur propose à ces patients quand ils viennent sur ces critères individuels ou familiaux, c'est une analyse d'un panel de gènes, parce que maintenant on peut analyser plusieurs gènes en même temps. Donc, avec les gènes BRCA1, BRCA2, mais aussi d'autres gènes qui sont connus mais plus rarement impliqués, PALB2, RAD51CD, qui sont des gènes dans les mêmes voies que BRCA. Et puis le gène ATM, et je vous ai mis un peu en grisé le gène OXB13 qui est plutôt un gène de recherche pour lequel pour l'instant il n'y a pas de prédisposition, qui n'est pas fait partout et pas systématiquement. Et en gras, je vous ai signalé les gènes qui auraient un intérêt theranostique aujourd'hui en tout cas. Et donc, si je fais un petit focus sur l'enjeu theranostique, en fait, c'est une situation où l'information génétique, qu'elle soit constitutionnelle ou tumorale, va déterminer les choix thérapeutiques. Alors, je ne vais pas m'approfondir parce que c'est le sujet de la présentation juste après, mais pour les cancers de la prostate, il y a donc ces fameux gènes BRCA1, BRCA2 ou ATM qui pourraient être des gènes d'intérêt pour les choix thérapeutiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui concerne la prostate, certains variants génétiques ne sont que tumoraux. Ça représente à peu près 50% des patients quand ils ont une mutation au niveau tumoral, et il n'y en a que 50% qui l'ont aussi au niveau constitutionnel. Ce qui veut dire que quand on a un enjeu thérapeutique, il ne faut pas chercher que dans le sang, que au niveau constitutionnel, parce qu'on va louper certaines mutations, et donc il faut prévoir des analyses tumorales si on est dans ce contexte. Alors, l'INCa, c'est un peu positionné. En fait, c'est des tests qui ont été mis en place au départ pour les cancers du sein et de l'ovaire. Et il y a eu un groupe de réflexion au niveau de l'INCa sur les circuits qui est pas tumeur dépendante, mais qui pourrait tout à fait s'appliquer pour le cancer de la prostate. Et donc, je vous ai fait un petit résumé. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un peu deux situations pour un patient atteint de cancer de la prostate. Soit il a des critères individuels ou familiaux qui vont faire il faut qu'il ait en génétique parce qu'il est jeune, parce qu'il a une histoire familiale. Et dans ce cas-là, en parallèle, peut s'organiser la consultation d'oncogénétique où on prescrira un panel, et puis l'analyse tumorale qui peut être prescrit, qui doit être prescrit en fait par l'oncologue avec une note d'information, alors qui est suggérée là dans cette note, mais qui peut être une note d'information institutionnelle. Et puis, il y a des patients qui n'auront pas de critères personnels ou familiaux pour aller en oncogénétique, mais un enjeu thérapeutique, et donc l'oncologue peut prescrire l'analyse tumorale, toujours avec une information qui explique qu'il peut y avoir un enjeu familial. Et là, il y a 3 situations. Soit le test revient négatif et dans ce cas-là, le patient ne va pas plus loin. Soit il y a une mutation ou ça n'a pas marché, parce que c'est possible aussi que ça ne fonctionne pas l'analyse tumorale. Et dans ce cas-là, il faut envoyer le patient en consultation d'oncogénétique, soit pour vérifier la mutation si elle est là, soit pour faire une analyse constitutionnelle pour rattraper éventuellement une mutation pour laquelle le tumoral n'aurait pas fonctionné. Alors ça a l'air simple comme ça, mais ça nécessite quand même une collaboration importante entre les différents acteurs de la prise en charge, donc les chirurgiens, les oncologues, les généticiens, mais aussi les plateformes qui font les analyses, parce que c'est pas tout à fait les mêmes labos qui font le tumoral et qui font le constitutionnel. Et donc ça nous oblige, et c'est très bien, à se parler, à s'organiser, à mettre en place des circuits rapides, parce qu'évidemment, quand il y a un enjeu thérapeutique, il faut essayer d'avoir les résultats, il faut avoir les résultats dans les temps.
Alors, si je vous dis un mot important, c'est que ces tests génétiques qui peuvent être assez banalisés maintenant parce qu'ils sont assez répandus, pour les patients, ça peut être assez impactant sur le plan psychologique. Et ça, c'est une phrase de patient que je vous ai mis. En fait, c'est pas forcément juste une prise de sang. On dirait que ça change rien en apparence, mais en fait, ça change tout. Il y a le fait de devoir gérer son propre risque éventuellement d'autres cancers. Il y a le fait d'être l'informateur de la famille, éventuellement transmetteur, avec la culpabilité qui peut aller avec ça et la lourdeur de l'information des apparentés. Et puis, maintenant qu'il y a des tests à visée theranostique, il y a aussi, on voit apparaître cette espèce d'ambivalence en fait entre une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est-à-dire que si on trouve une mutation constitutionnelle, bah super, ça va permettre d'avoir accès à des traitements, voilà, peut-être plus adaptés, plus personnalisés. Mais d'un autre côté, il y a ce risque familial qu'il va falloir gérer. Et donc, c'est pas forcément simple pour les gens d'être dans cette situation ambivalente. Et puis l'autre point sur lequel je voulais insister sur ces tests, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des variants, parce que vous le savez probablement, mais en fait, quand on trouve une anomalie génétique, en fait, il y a 5 classes pour cette anomalie. Les classes qui vont vous intéresser et nous intéressons, ce sont les classes 4 et 5 qui sont des variants pathogènes ou probablement pathogènes. Ce sont ceux qui vont être utilisés en theranostic, mais même en conseil génétique familial. Et il y a quand même beaucoup de variants de classe 3 qui sont des variants de signification inconnue et qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Et pour BRCA, je vous ai mis les chiffres. Parmi les variants identifiés, vous voyez qu'il y en a bien plus de la moitié qui sont des variants de classe 3 pour lesquels on n'a pas aujourd'hui les connaissances pour les classer soit en 4 et 5, soit en 2 et 1, c'est-à-dire bénin et dont on ne fait rien. Et donc le risque, c'est que ces variants soient mal classés ou que s'il y a une évolution du classement au cours du temps, l'information ne revienne pas aux cliniciens et aux patients. Alors, c'est un vrai métier d'expertiser les variants parce que il suffit pas de mettre ça dans un programme bioinformatique et donc il faut des biologistes qui connaissent les gènes et qui savent voilà comment aller chercher les informations pour le classement et ça se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait par des réseaux nationaux, internationaux avec des bases de données qui sont tenues à jour, mises à jour et un retour ensuite vers le patient et le clinicien quand il y a des changements de classe. Et donc, pour ce qui est du theranostic, en fait, il y a seulement les mutations de classe 4 et 5, les variants de classe 4 et 5 qui sont rendues au niveau tumoral parce que c'est celles qui vont être d'intérêt pour adapter un traitement. Alors, parce qu'en fait, si on interprète mal ces variants, bah, on peut mal prendre en charge les patients. Hein. Clairement, il y a des données, alors plus sur BRCA au niveau sein-ovaire, qui disent qu'il y a des patientes qui vont vers des chirurgies prophylactiques alors qu'elles ont seulement un variant de classe 3 qui finalement s'avère des années plus tard être classé bénin. Donc, il y a des données pour dire que c'est vraiment important de se pencher là-dessus. Et donc pour conclure, je dirais que donc l'idée de proposer des tests constitutionnels, c'est pour des patients sélectionnés avec des tests de qualité et interprétés de façon correcte. C'est vraiment la base et c'est ce qu'on s'attache à faire. Et que je rajouterais, et c'est pas seulement moi qui le dis, qu'il faut pour ces patients une information et un accompagnement adapté aux tests qu'on leur propose et qu'ils restent tout de même autonomes et libres de leur choix. Et je vous disais, c'est pas juste mon avis, c'est des recommandations internationale. Sauf que quand on est dans du theranostic, bah finalement, y a-t-il vraiment encore le choix pour le patient? Probablement beaucoup moins. Et dans ce cas-là, l'accompagnement est d'autant plus important que finalement, le choix est limité. Et donc, pour terminer sur l'information, on a développé à Curie, c'est un exemple, donc une note d'information écrite, mais aussi des petites vidéos qui sont disponibles sur YouTube et qui sont, dont une par exemple, et une information en 3 minutes sur les tests théranostiques, leur impact potentiel sur la famille, par exemple. Voilà, je m'arrête là et puis on pourra discuter si vous avez des questions ensuite. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire sur la place de la génétique constitutionnelle dans le cancer de prostate. On va tout de suite enchaîner avec la présentation de Philippe Beusbock. Et puis, on aura le temps pour quelques échanges dans la table ronde prostate, juste après Philippe. Je me connecte. Ah.
merde. Pardon. J'ai des problèmes Ça de commence à connexion. s'afficher. Ça commence à s'afficher, Philippe. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai de nouveau lancé la réunion là. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Merde. Excusez-moi, mais vous m'entendez? Parce que tout à l'heure, c'est pareil, ça Oui, oui. s'est déconnecté, mais je pense que j'ai des problèmes avec le On débit informatique, on peut-être, t'entend, Philippe, mais on ne voit que la moitié de de ton ma post. présentation. Oui, Attends, je le mets en. c'est bon. Vous la voyez? Parfait. Parfait. Ok, Vas-y, vas-y. pardon, excusez-moi. Excusez ce petit contretemps. Donc, la part de la génétique dans la prise en charge des cancers de prostate résistants à la castration. Donc, ça a beaucoup changé avec un petit rappel. Hein. Et puis, sur les gènes de réparation de l'ADN, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les recombinaisons homologues avec comme chef de file, évidemment, BRCA1, BRCA2. Et on a vu tout à l'heure toute la famille RAD également. Il faut savoir qu'à côté, on a des gènes associés à l'anémie de Fanconi. Et là, on a pu voir tout à l'heure PALB-B2, par exemple, aussi, qui peut être intéressant. Et puis, un petit peu à part, ATM, ATR, dont on donnera un petit peu les problèmes que cela pose par rapport aux indications thérapeutiques. Et à distinguer tout ce qui est mismatch repair, donc qui sont des réparations qui concernent des gènes de réparation monobrins. Alors, trois publications majeures. C'est d'abord le travail de Robinson dans Cell en 2015 et qui va mettre en évidence l'importance de la fréquence des mutations sur des gènes de réparation de l'ADN dans ces cancers de prostate résistants à la castration métastatique, avec le travail de Pritchard publié dans le New England peu de temps après pour le confirmer sur plus de 600 patients avec un travail de collaboration entre Américains et Anglais. Et puis, dans la foulée, vous voyez la publication de Matteo sur l'application pratique de l'Olaparib en cas de mutation justement sur ces gènes de réparation de l'ADN. Alors, pour résumer les deux premières publications, en gros, on va avoir ces anomalies dans 25% des cancers de prostate métastatiques avec 13% pour BRCA2, 7% pour ATM et 5% pour CDK12, les autres étant beaucoup plus rares. Et il faut savoir qu'au niveau des mutations germinales, on a 2 fois plus de mutations germinales sur les malades métastatiques que sur les localisés, et ça représente environ la moitié des mutations totales que l'on peut mettre en évidence à ce stade de maladie. Un petit peu à part les mismatch repair, un petit mot, c'est environ 3% des cancers de prostate résistants à la castration, avec seulement 20% de germinal correspondant à un syndrome de Lynch. Donc ça, c'est plus rare, mais vous verrez, il y a sans doute des applications thérapeutiques particulières avec les immunothérapies. Alors, rapidement, la publication de Matteo a clairement montré qu'il y avait des bénéfices à l'Olaparib pour les populations qui étaient mutées en termes de survie sans progression radiologique. Vous reverrez donc l'article du New England. C'est vraiment un travail fondamental initial. Le problème qui se pose pour nous en pratique, c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur le tissu, mais que finalement, on a très peu accès au tissu dans les cancers de prostate résistants à la castration métastatique, puisque la majorité de ces tumeurs vont être avec une évolution osseuse ou des cibles qui vont être non biopsiables. Et donc, tout l'intérêt est de pouvoir travailler sur de l'ADN circulant. Et là, il y a maintenant des travaux qui ont bien montré que travailler sur du matériel tissulaire ou travailler sur de l'ADN circulant nous permettait d'avoir une bonne corrélation sur les résultats diagnostiques de ces mutations.
Donc ça, c'est les publications, enfin, c'est notamment ce qui avait été rapporté par Chauhuri à l'ESMO et Habitat. C'est au niveau thérapeutique, on peut voir que donc ces tumeurs sont souvent des tumeurs de plus mauvais pronostic, que l'on voit souvent aussi survenir chez des sujets jeunes et pour lesquels on fait le diagnostic généralement soit à un stade déjà localement avancé, soit métastatique. Se posait le problème de savoir si les hormonothérapies de nouvelle génération avaient les mêmes réponses thérapeutiques que dans les autres populations. Il semble que ça soit vrai, mais même si les données sont encore vraiment très parcellaires, mais Antonorakis avait publié ça déjà dès 2018 et manifestement, les données que l'on a jusqu'à présent laissent supposer qu'on n'a pas de différentiel, en gros, de réponse thérapeutique entre les populations mutées et les populations non mutées. Mais ça sera quand même à valider sur des effectifs plus larges. Finalement, la principale donnée scientifique, thérapeutique, va être apportée par les résultats de l'étude profonde qui ont eu la particularité d'être publiés 2 fois dans le New England la même année, avec les premiers résultats en survie sans progression radiographique et la deuxième fois en survie globale. Alors, c'est une étude très importante puisqu'il y a eu 2792 patients qui ont pu être screenés avec des résultats en termes de mutation, d'altération sur des gènes de réparation d'ADN. Vous voyez que, en gros, on a de nouveau 25% sur les principaux gènes, 72% on n'a rien trouvé, mais que BRCA2 est majoritaire, 8,7%, ATM environ 6%, CDK12 environ 6% également. On va dire que ce sont les principaux gènes mutés. Avec, dans cette étude profonde, randomisée, donc une belle étude de phase 3, 2 cohortes différentes. Une cohorte A qui s'intéressait seulement aux 3 principaux gènes, c'est-à-dire BRCA1, BRCA2 et ATM, et une cohorte B qui était sur les autres modifications, sur les gènes de réparation d'ADN, avec une randomisation qui se faisait par olaparib versus choix du traitement sur une population, vous voyez, qui avait déjà reçu des traitements antérieurs par acétate d'abiraterone, enzalutamide et souvent chimiothérapie. Les résultats, ils sont très clairs en termes de survie sans progression, avec des médianes qui sont améliorées de façon significative. Vous voyez, 7,39 pour l'olaparib, 3,55 pour les bras de référence, avec un hazard ratio à 0,34, vous voyez, avec un intervalle de confiance vraiment très important, 0,25, 0,47. Donc, un bénéfice observé dans tous les sous-groupes prédéfinis. L'intérêt de la mise à jour avec la deuxième publication de Maha Hussein dans le New England, ça a été de montrer que pour la population BRCA1-A2, il y avait des bénéfices en survie globale, avec là aussi un hazard ratio à 0,69, vous voyez, avec un intervalle de confiance qui est bien dans les bornes, et donc un bénéfice maintenant bien démontré. Le seul problème, c'est que manifestement, ce bénéfice, on ne le voit pas forcément dans les autres populations qui ont ces mutations. Et là, c'est peut-être ce schéma est plus explicite. On voit très clairement que pour BRCA2, il y a un avantage, mais vous voyez que pour ATM, c'est tout à fait discutable. Alors pour RAD, ça semble aussi être le cas, mais pour les autres, manifestement, ça pose quand même des problèmes d'indication thérapeutique. Et c'est pour ça, je pense qu'à l'heure actuelle, les AMM, la décision pour l'olaparib a été de la donner uniquement à une population qui était mutée BRCA1, BRCA2. Et vous voyez que pour ATM, les problèmes sont plus compliqués. Il y a des essais thérapeutiques qui vont sans doute commencer à partir des bases de données biologiques, ou peut-être qu'il faut faire pour ATM des associations avec des anti-PARP, anti-ATR, mais ça reste encore du cas des supputations, je dirais, intellectuelles. Quand on regarde les autres données, il y a eu aussi publication cette année de l'essai Triton 2 par Abida dans JCO très dernièrement.
et qui va conduire également à l'agrément du rucaparib par la FDA. Et vous voyez que dans cette étude de phase 2, le taux de réponse objectif, quand il y a eu des cibles, c'est 43% sur 62 patients qui avaient des cibles objectives. Et quand on regarde sur les réponses PSA, vous voyez, c'est 54%. On a très clairement une validation de ce qui s'est fait avec l'olaparib pour le rucaparib, avec des réponses thérapeutiques que l'on voit également dans d'autres groupes, même si elles sont limitées. Vous voyez, pour ATM, c'est 2 patients sur 49, 1 patient sur 15 pour CDK12 et 2 patients sur 12 pour SHAPE2. Autre donnée encore préliminaire, c'est avec le niraparib dans l'étude Galahad, où on voit aussi, vous voyez, pour les populations qui sont en orange de BRCA1, BRCA2, sans doute plus de réponses que des populations qui concernent d'autres gènes. Est-ce qu'il y aura des indications associées, l'olaparib à des nouvelles hormonothérapies? Alors, on a un premier signal avec cette étude de phase 2 randomisée qui, comparativement à l'abiraterone, vous voyez que l'association de l'olaparib et à l'abiraterone semble apporter un bénéfice. Alors, dans cette étude, ce n'était pas corrélé au statut mutationnel, donc à suivre, mais il y a d'autres études qui sont en cours, notamment l'étude Talapro, par exemple, avec le talazoparib et l'enzalutamide, dont pour l'instant des données qui vont arriver, je pense, dans les années qui suivent. On a d'autres inhibiteurs de PARP en cours d'évaluation, vous voyez, dans différents stades de maladie, que ce soit en résistance à la castration ou même en hormonosensiman. Voilà un petit peu toutes les études, ce tableau n'est pas exhaustif, qui sont en cours à la fois d'études de phase 2 et de phase 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que, à côté des anti-PARP, il y a des indications thérapeutiques éventuellement à d'autres traitements innovants et notamment aux immunothérapies? Vraisemblablement, comme pour les autres tumeurs qui sont MSI positives, les rares tumeurs qui sont MSI positives dans la prostate, a priori, pourraient bénéficier également de ces immunothérapies par des inhibiteurs de checkpoint. Pour les CDK12 mutés, on a un article récent qui vient d'être publié par Schweitzer, assez décevant en ce qui concerne les immunothérapies, mais sur des effectifs qui sont faibles, alors qu'il y a, je dirais, une infiltration lymphocytaire importante dans ces tumeurs. C'est des tumeurs qui sont à très mauvais pronostic et apparemment, tous les traitements sont plutôt en échec. En conclusion, je dirais que vu la fréquence élevée de ces altérations des gènes de réparation, qui concernent donc essentiellement la réparation double brin, il va être indispensable dans l'avenir de les rechercher. En pratique, on aimerait bien avoir accès à de l'ADN circulant quand on ne peut pas faire de biopsie, mais ça va être absolument nécessaire d'offrir ces possibilités de traitement ciblé parce que ça peut modifier complètement le pronostic de certains patients. Et puis, vous avez vu tout à l'heure sur la présentation qui m'a précédé l'importance de détecter les anomalies germinales aussi dans le cadre de maladies familiales avec un bénéfice potentiel, notamment chez les femmes qui sont porteuses des altérations, par exemple de BRCA2, et qui peuvent donc bénéficier de traitements prophylactique et d'un suivi très particulier. Voilà, je vais m'arrêter là pour essayer de ne pas mordre trop sur le temps. Merci beaucoup Philippe pour ce topo très complet et je dirais up-to-date. Je vais laisser Virginie Vercard introduire la table ronde. Je suis sûr qu'il y a déjà quelques questions qui vont sortir. On aura à peu près 5 minutes pour cette table ronde. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Christelle et Philippe nous ont très bien montré en fait les différentes indications tant sur le plan constitutionnel que sur le plan somatique maintenant pour la prise en charge des cancers de prostate.
Et j'aurais une petite question pour Christelle, puisqu'en fait, vous avez très bien montré qu'il y avait différentes indications, tant des indications individuelles dans le cadre d'antécédents familiaux, et puis bien sûr le boost des indications pour les cibles thérapeutiques. Et je voulais savoir, dans votre pratique quotidienne à Curie, si vous avez vu justement un changement de population chez les patients qui viennent consulter pour un cancer de prostate. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de patients qui viennent par le biais des oncologues, justement pour une indication de cancer de prostate métastatique résistant à la castration, ou vous n'avez pas encore vu cette tendance, enfin ce changement dans les différentes indications en pratique? Alors, je pense qu'on voit le changement s'amorcer, mais il n'est pas encore, je pense, majeur dans le sens où on n'est pas débordé par les demandes parce qu'on s'attend quand même à avoir quand même pas mal d'augmentation pour tout ce qui est theranostique. Je pense que pour l'instant, comme il n'y a pas d'AMM et que ça reste dans le cadre d'études, souvent le test est fait dans les études et peut être fait au niveau tumoral. Donc, on voit surtout les patients éventuellement mutés qui ont été trouvés dans le cadre des différents projets et qu'on voit en constitutionnel, mais finalement, ils ne sont pas tous comme ça. Et je pense que le fait d'avoir cet enjeu theranostique fait aussi que les oncologues, les urologues sont plus sensibilisés aussi aux histoires personnelles ou familiales. Et du coup, on a une augmentation aussi de patients avec ce type d'antécédents familiaux, un recours, je pense, plus facilité à nos consultations. Mais on n'est pas encore débordé. Je pense que ça s'amorce. Alors, je vois une question qui s'affiche. Christophe, à tout le monde. Donc, patient jeune inférieur à 50 ans, mais sans antécédents familiaux, faut-il faire une enquête génétique? Alors, nous, on a mis jeune moins de 50 ans, mais Gleason égal ou supérieur à 8. Parce que, effectivement... Mais ça peut se discuter, il n'y a pas de recommandation absolue. Donc, probablement, sur les patients jeunes, il faut le faire. La question, c'est à quel âge on met la barre et est-ce qu'on met des critères additionnels? Alors justement, on a vu que dans les patients qui avaient des cancers métastatiques et agressifs, on avait plus de chances de trouver donc, des mutations constitutionnelles ou somatiques de BRCA2 notamment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait éventuellement faire des tests beaucoup plus précocement pour cette population de patients métastatiques d'emblée ou secondairement, en tout cas agressifs? En tout cas, pour les métastatiques d'emblée, nous, ça fait partie des critères où on les voit systématiquement, quoi. Donc, les métastatiques d'emblée, clairement, oui. Après, la question, c'est plutôt ceux qui deviennent métastatiques secondairement. Et là, s'il y a un enjeu thérapeutique, effectivement, et que l'ADN tumoral circulant ou tumoral tout court ne permet pas de répondre, il faut les voir aussi. Et là, il y a un peu d'urgence. Donc, c'est vrai que plus on anticipe les choses et moins on est dans l'urgence pour avoir les résultats, parce que même si on a développé des circuits urgents, on n'a quand même pas les résultats immédiatement. Nous, on est en circuit urgent, on voit les patients dans une semaine à 15 jours et on a les résultats au labo en 6 semaines, pour vous donner un peu une idée. Donc, il faut anticiper un petit peu. Mais c'est des résultats qui sont quand même tout de même assez rapides, en tout cas beaucoup plus rapides que les années précédentes sur le cancer de sein ovaire où il fallait attendre au moins 1 an pour avoir la consultation d'oncogénétique et quasiment 1 an pour avoir les résultats. Donc là, c'est vraiment un progrès très, très, très important pour la prise en charge. Une autre question, olaparib, donc à une AMM de Philippe. L'olaparib a une AMM pour les mutations seulement de PRCA1-2. Y a-t-il un intérêt quand même à faire un panel plus large, qui est quand même assez recommandé, et ce que vous avez très bien montré, et par exemple un panel qui inclurait CDK12. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, de toute façon, parce qu'il y a l'AMM et il y a aussi des possibilités d'inclusion dans des essais thérapeutiques à l'heure actuelle, et puis que les choses risquent de bouger quand même assez vite, parce que les informations, à mon avis, vont se compléter dans les années qui suivent de façon importante. Hein. On a vu tout à l'heure les RAD, par exemple, qui sont très très rares, mais c'est vrai que quand on regarde les résultats dans Profond, ils ont pratiquement les mêmes bénéfices que BRCA1, BRCA2. Alors, sur des populations hyper rares, je pense qu'il y aura peut-être des possibilités de recours quand même dans ces familles. Hein, pas le BB2, sans doute pareil. Donc, bien sûr que, quitte à faire une enquête génomique, il faut la faire quand même, pas limitée uniquement à BRCA1, BRCA2.
Alors, excuse-moi, vous avez souligné la difficulté parfois d'accès aux tissus pour faire ces analyses somatiques. Alors, nous, en tant que pathologistes, on commence à être de plus en plus sollicités pour justement ces recherches de mutation somatique. Et donc, pour les patients métastatiques d'emblée, qui peuvent être des métastases osseuses, je comprends qu'il soit difficile d'avoir accès à l'os, mais pourquoi ne pas envisager de rebiopsier la prostate, même sur un... Enfin, quels sont les problèmes de... Pourquoi on n'a pas suffisamment accès aux tissus? Mis à part les problèmes techniques, bien sûr. Qu'est-ce qui pose problème de votre côté pour ces analyses? Non, je pense que là maintenant que les AMM viennent de tomber, eh ben, on ira sur les métastatiques d'emblée, bien sûr, pour être amené à faire les analyses directement sur les biopsies de prostate. Et souvent, ce sont des malades qui ont des tumeurs localement avancées, donc ça ne pose pas de soucis particuliers. C'est quand on revient après une longue histoire que c'est difficile. Parce que quelquefois, on n'a pas assez de matériel sur les biopsies, quelquefois c'est trop vieux, quelquefois ça a été mal conservé, et donc voilà. Oui, alors Yves souligne que pour les métastatiques d'emblée, donc il y a effectivement du matériel disponible et nous dit que plutôt l'ADN tumoral circulant serait moins sensible et pas toujours possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place dans vos pratiques de rechercher l'ADN circulant ou c'est encore à l'état de recherche? Non, pour l'instant, c'est vraiment au cas par cas, hein, parce qu'on a des problèmes de financement à chaque fois. Alors, c'est vrai que quand c'est dans le cadre d'études thérapeutiques ou quand on nous a fourni des possibilités d'avoir accès à de l'ADN circulant, on peut être amené à le faire. Mais c'est vrai qu'on privilégie quand même les biopsies tissulaires quand on peut avoir accès aux tissus. Ok, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour cette table ronde centrée sur la prostate, puisqu'elle a été On va divisée enchaîner en tout deux. de suite sur le rein parce qu'on est déjà en retard pour avoir aussi le temps de faire une table ronde sur le rein. Je vais Merci. céder la parole à Stéphane Richard. Merci à tous alors. Bonjour, donc je vais partager l'écran. Alors, normalement, ça devrait marcher. C'est bon? Tout le monde me voit? D'accord. Donc, alors, donc j'enverrai un PDF avec beaucoup plus de diapositives parce que je suis très bavard. Et là, pour rester dans les 10 minutes imparties, je vais essayer d'être assez concis et donc j'irai assez vite. En fait, je vais vous parler de l'expérience quotidienne du réseau Prédire, qui est le réseau de l'INCa dédié aux prédispositions héréditaires au cancer du rein. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Pardon. Donc, quelques rappels sur les cancers du rein, vous connaissez tous, mais le point important, c'est que le cancer du rein est réputé sporadique dans plus de 95% des cas, avec deux facteurs de risque principaux qui sont le tabac et l'obésité. Et donc, seulement 5% des cas sont liés à une prédisposition. Et vous allez voir, j'espère que ces prédispositions sont très importantes à connaître. Alors, ça ne passe pas directement, pour une raison que j'ignore. Voilà. Donc, il y a une douzaine d'affections qui ont actuellement été décrites, qui se caractérisent le plus souvent par un âge de survenue précoce des tumeurs du rein, comme vous pouvez le voir ici sur une très grosse étude américaine, avec l'âge moyen ici environ 39 ans pour les cancers héréditaires contre 65 pour les cancers sporadiques. Il y a un risque de tumeurs multiples et bilatérales dans ces affections. Il y a très souvent une association à d'autres manifestations cliniques, qu'elles soient tumorales ou non tumorales. Et évidemment, le but en tant que médecin, c'est de pouvoir surveiller spécifiquement ces patients pour découvrir et traiter précocement leur tumeur. Toutes les affections dont je parlerai rapidement sont de transmission autosomique dominante, donc ça touche les deux sexes avec un risque de transmission de 50% à la descendance à chaque fois. Il y a actuellement 17 gènes de prédisposition qui ont été identifiés et 4 majeurs que vous connaissez sûrement certainement, avec VHL qui est bien sûr la vedette des gènes de prédisposition au cancer rénal. Lorsque la mutation dans un de ces gènes a été identifiée chez un proposant, on peut bien sûr proposer un test génétique aux personnes à risque de la famille. Il y a quelque chose qui est très important et qui a conduit au progrès actuel en matière de thérapie ciblée, c'est le fait que dans 60% des cas de tumeurs sporadiques au niveau de la tumeur, donc en somatique, eh bien, on trouve également des mutations de certains de ces gènes, et en particulier du gène VHF. Donc, le réseau Prédire dont je vais vous parler est le réseau dédié de l'INCa, qui est labellisé depuis 2014, avec un centre de référence qui est basé à Bicêtre, qui associe aussi 5 autres hôpitaux de la PHP et l'IGR.
Pour rire un petit peu, vous pouvez remarquer qu'à Bicêtre, évidemment, on a un microclimat qui fait toujours un temps absolument magnifique. À côté de ce centre de référence, il y a 11 centres de compétences en région et nous travaillons avec 8 laboratoires de génétique dédiés. Et tout ça se fait en relation extrêmement étroite avec l'association de famille de patients VHL France. Toutes les prédispositions héréditaires au cancer du rein ont bien sûr en commun un risque important, voire majeur de cancer rénal, mais très souvent, la présentation se fait par d'autres lésions. Il y a vraiment un aspect protéiforme dans la révélation de ces maladies. Par exemple, ici, vous avez des tumeurs du cervelet qui sont des hémangioblastomes, donc qui vont avec la maladie de VHL, de von Hippel-Lindau. Ici, un hémangioblastome de la rétine. Ces deux lésions peuvent révéler l'affection. De la même manière, des tumeurs endocrines du pancréas, des kystes du pancréas ou des phéochromocytomes peuvent également révéler une maladie de VHL et pour le phéochromocytome, révéler par exemple un syndrome des paragangliomes héréditaires. On a souvent aussi des lésions cutanées. Ici, ce sont des léiomyomes qui peuvent révéler une léiomyomatose héréditaire. Là, ce sont des fibrofolliculomes associés au syndrome de Burtock-Dubé. Et puis, parfois, on a des kystes pulmonaires, ici avec un pneumothorax, qui caractérise le syndrome de BHD. Donc, une présentation protéiforme qui fait qu'il faut accorder beaucoup d'importance à toutes les manifestations extrarénales chez ces patients. Rapidement, je vais donner quelques informations sur les différentes maladies. Le VHL, c'est la première cause de cancer du rein héréditaire. Ça touche une personne sur 36 000 et ça associe 6 manifestations emblématiques. Le cancer du rein, bien sûr, est la principale complication de l'affection. Mais on a aussi très souvent des hémangioblastomes du cervelet et de la moelle, de la rétine, des phéochromocytomes, des kystes qui sont très fréquents dans la maladie de VHL, des tumeurs neuroendocrines et un risque d'une tumeur très rare de l'oreille interne, qui est une tumeur du sac endolymphatique. Au niveau génétique, comme vous le savez, le gène VHL est situé sur le bras court du chromosome 3. C'est un gène suppresseur de tumeurs qui joue un rôle majeur dans la réponse tissulaire à l'hypoxie et en particulier, par le biais de la voie IF, dans l'angiogénèse et l'érythropoïèse. Il y a plusieurs centaines de mutations germinales différentes qui ont été identifiées et VHL est muté de manière somatique dans 80% des cancers sporadiques. C'est ce qui a permis, comme vous le savez, la mise au point de thérapeutiques ciblées anti-angiogéniques. Alors, ça sert de travailler parfois sur les maladies rares et en 2019, le prix Nobel de médecine a été attribué à 2 Américains, Greg Semenza et Bill Kellin, et un Anglais, Peter Ratcliffe, pour leurs travaux sur, d'une part, la découverte de la voie IF pour Semenza et Ratcliffe, et la découverte du rôle majeur de Bill Kellin dans cette voie, découvertes qui ont conduit évidemment depuis une quinzaine d'années à la mise au point de thérapeutiques ciblées anti-angiogéniques et plus récemment à des anti-IF2-alpha avec des essais thérapeutiques en cours dans le monde. Je n'oublie pas évidemment les précurseurs qui étaient Eugène von Hippel, l'ophtalmologiste, et Arvin Lindau, le pathologiste suédois qui a fait la synthèse de la maladie. On passe de la maladie la plus fréquente à la plus rare, qui est le cancer papillaire héréditaire de type 1, qui touche une personne sur 500 000, qui se caractérise par la survenue de tumeurs multiples et bilatérales qui sont des papillaires type 1. On peut avoir plusieurs centaines de tumeurs microscopiques sur les 2 reins, avec un âge moyen d'environ 40 ans. Et depuis 3 ans, et grâce à Virginie Vercard, d'ailleurs, on sait qu'on peut avoir d'autres types histologiques très rares, en particulier le cancer biphasique squamoïde alvéolaire. Le gène MET est un oncogène, c'est le seul oncogène connu en matière de gène de prédisposition au cancer du rein. Il est situé sur le chromosome 7, le bras long. C'est le récepteur du facteur de croissance hépatocytaire. Vous savez que dans les tumeurs papillaires, il y a très souvent une trisomie 7 somatique, qui est la conséquence de la mutation activatrice du gène MET. Et MET est muté dans 13% des cancers papillaires sporadiques. La léiomyomatose avec cancer rénal ou syndrome de Reed est une affection beaucoup plus grave et plus fréquente, une personne sur 100 000, qui se caractérise avant tout par des léiomyomes cutanés et utérins, très rarement des paragangliomes, et puis surtout un risque de 16 à 20% des cas de cancer du rein particulièrement agressif, qui était autrefois un carcinome papillaire de type 2 et qui est maintenant appelé carcinome lié à la léiomyomatose, car il présente des caractéristiques cytologiques et immunohistochimiques particulières. Le gène FH est situé sur le bras long du chromosome 1. C'est également un gène suppresseur de tumeurs, comme VHL, et il code la fumarate hydratase, enzyme du cycle de Krebs, qui transforme le fumarate en malate. Il n'y a pas de mutation dans les cancers sporadiques. Il n'y a pas actuellement de traitement ciblé efficace. Les anti-angiogéniques marchent quelquefois, mais pas toujours. Le syndrome de Burtock-Dubé, en fait, je ne parle que des 4 grandes manifestations. Les autres, je les citerai simplement. Le syndrome de Burtock-Dubé, donc également une affection qui touche une personne sur 100 000,
qui avant tout donnent des lésions cutanées bénignes sur le visage et le tronc, des kystes pulmonaires très fréquents, avec des risques de pneumothorax spontané et récidivant. Le risque de cancer du rein est de 20%. Il est souvent bilatéral, multifocal. Ce qui est particulier, c'est qu'il associe des tumeurs de type histologique très différents, le plus souvent des tumeurs hybrides, mais aussi des chromophobes, des oncocytomes ou d'autres types histologiques. Et puis, il y a dans certaines familles un risque d'atteinte colique. FLCN est sur le bras court du chromosome 17. C'est également un gène suppresseur de tumeur qui est impliqué dans la voie mTOR. Et il y aurait une thérapeutique ciblée possible en théorie, mais même quand on a un cancer du rein avec le BHD, le plus souvent, les tumeurs sont assez peu agressives. À côté de ces 4 prédispositions majeures, il y a d'autres affections qui prédisposent au cancer du rein. Certaines sont déjà connues, comme le syndrome des paragangliomes héréditaires lié aux mutations des gènes SDH, la sclérose tubéreuse de Bourneville liée aux mutations de TSC1 et TSC2. Là, le risque est très faible de cancer du rein. Et également, il y a un panel de tumeurs très varié qui a été décrit récemment. Le syndrome de Cowden lié au gène PTEN prédispose, paraît-il, à un risque de cancer du rein. Honnêtement, nous n'en avons jamais vu, sauf une fois au niveau du réseau Prédire. Les translocations du chromosome 3 sont une cause très rare, cytogénétique, on va dire, mais constitutionnelle de cancer du rein. Et puis, il y a des syndromes, soit assez fréquents comme l'uniforménie, mais dont le risque avec le cancer du rein est peu connu, soit des maladies très rares avec un risque très rare de cancer du rein. En ce qui concerne les nouveaux gènes de prédisposition, on a une dizaine d'années, 3 nouveaux gènes ont été identifiés, tous sur le chromosome 3P, c'est-à-dire à proximité de VHL, ce qui n'est peut-être pas innocent au point de vue intellectuel. Donc, l'équipe de Brigitte Bressac à l'IGR en 2011 a montré qu'un variant particulier de MITF était associé à un risque de mélanome malin important et de cancer rénal qui a été longtemps discuté. Et il y a une publication très récente de l'équipe de Linehan aux États-Unis qui a montré clairement qu'il y avait une anomalie dans les tumeurs, dans une famille avec 2 cas de cancer du rein, confirmant le rôle de MITF. Le gène BAP1, c'est le dernier grand gène de prédisposition découvert, et il y a également un risque de cancer rénal. Et PBRM1, alors là c'est assez paradoxal, puisque c'est le second gène le plus muté dans les cancers du rein sporadique au niveau somatique, avec 41% de mutation. Et au niveau constitutionnel, notre équipe de l'IGR, avec Sophie Gad, a découvert simplement une fois une mutation dont on a pu prouver qu'elle était délétère dans une famille. Mais là, on est en train de faire un point au niveau national. Il y a apparemment 5 ou 6 autres patients qui ont des mutations germinales de PBRM. Ici, sur un schéma de Florine Adolphe, qui vient de soutenir sa thèse à l'IGR sur ce sujet, c'est pour montrer l'emplacement des différents gènes de prédisposition connus, avec les 4 principaux qui sont ici VHL, FH, FLCN et MET. Et puis tous les autres gènes décrits, on voit qu'ils interviennent tous dans soit la voie IF, qui est ici la voie de l'angiogénèse, soit la voie mTOR, et où je vous ai mis ici les principales cibles thérapeutiques potentielles avec les traitements ciblés. Et puis d'autres gènes, plus curieusement, les 2 gènes récemment découverts, PBRM1 et BAP1, agissent eux au niveau de l'ADN. Alors, quand faut-il rechercher une prédisposition héréditaire au cancer rénal? Dans le diapo extensif, vous aurez un très beau tableau fait par Virginie Vercard dans une revue du début de l'année, avec tous les types histologiques et les gènes associés. En fait, c'est très bien, mais c'est vraiment un monde, les cancers du rein héréditaires. Et ce qu'il faut faire, c'est, dans l'un de ces 4 cas-là, adresser le patient à un oncogénéticien pour envisager une étude du panel de gènes rein. C'est donc soit pour les cancers à cellules claires, un âge de découverte inférieur à 45 ans, c'est 46 ans aux États-Unis, donc c'est presque pareil, soit un type histologique rare, quel que soit l'âge, soit vous avez un patient qui a un cancer bilatéral ou multifocal, soit qu'il y a des antécédents familiaux, a priori 1 au 1er degré, mais on peut discuter aussi si ce n'est pas au 1er degré, soit qu'il y a des manifestations extra-rénales évocatrices. Dans ces 4 cas, les patients devraient être adressés, c'est d'ailleurs ce qui est le cas très souvent avec les urologues, à un oncogénéticien pour proposer une analyse du panel rein. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour bien les fixer, voici le nombre de patients total recensés par le réseau Prédire en 2020. Et on voit très bien que sur ces 2007 patients, eh bien, la majorité de ceux-ci correspondent évidemment à la maladie de VHL, pratiquement les 2/3 des patients. Le syndrome de Burtock-Dubé et la léiomématose représentent également un contingent important, alors que le papillaire de type 1 héréditaire, c'est ce qui est en jaune, c'est très peu. Les familles dans lesquelles il y a des mutations des autres gènes que j'ai évoqués rapidement, c'est très peu, il y a 10 familles en France. En revanche, il y a ici 171 patients appartenant à 100 familles dans lesquelles aucune mutation germinale des gènes connus actuellement n'a été identifiée. Évidemment, ça nous pose problème tant au niveau génétique qu'au niveau clinique. Et vous avez là à peu près l'évolution de l'univers des gènes de prédisposition depuis la découverte en 1993 du premier gène qui était VHL.
Et le réseau Prédire a été associé à 3 de ces gènes. Et actuellement, donc, il y a 17 gènes en 2020. On est certain qu'il en reste d'autres. Peut-être que ce sont des gènes mineurs, qu'un seul gène n'expliquera qu'une ou deux familles. Et j'espère vivement qu'en 2021, on pourra en découvrir. Et on a actuellement en cours d'études de laboratoire 3 nouveaux gènes potentiels. Les conséquences cliniques, une fois qu'on a identifié la mutation d'un gène de prédisposition chez un patient, eh bien, c'est d'une part pour lui annoncer qu'il a un risque de nouvelles tumeurs du rein, malheureusement, mais qu'on va les surveiller, qu'on pourra les traiter de manière précoce et spécifique. La règle, c'est la tumorectomie à partir de 3 cm pour toutes les affections, sauf pour la léiomyomatose, où, compte tenu du risque agressif très important, on enlève la tumeur dès sa découverte. Mais il y a aussi des possibilités de traitement ablatif de plus en plus fréquentes. Et puis, certains traitements ciblés sont possibles. Et le patient a également, selon l'affection découverte, un risque d'autres manifestations. Et puis, pour les apparentés, eh bien, on pourra proposer un test génétique qui est actuellement fait à 5 ans pour le VHL, à 10 ans pour la léiomyomatose et à l'âge adulte pour les autres affections. Ça va permettre de rassurer les personnes qui n'apparaîtraient pas porteuses de la mutation. Ces affections ne sont jamais de génération, donc ils seront rassurés pour eux et leurs enfants. Et à l'inverse, ça permettra de surveiller les porteurs du gène muté. Donc, en conclusion, ces affections sont rares puisqu'elles représentent sûrement pas plus de 5%, mais elles sont très importantes car le diagnostic précoce chez le patient permet une surveillance clinique spécifique, un dépistage présymptomatique. On peut traiter les lésions de manière très efficace si on les découvre précocement. En plus, ces affections, notamment la maladie de VHL, a fait progresser de manière fondamentale et considérable la physiopathologie des cancers rénaux sporadiques et ouvert la voie au traitement ciblé. Il faut donc savoir y penser et les rechercher. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu dans le temps imparti. Bravo pour cette présentation synthétique. Effectivement, voilà, vous avez dû raccourcir. Les premières questions sont déjà en train d'apparaître. Donc, je vais tout de suite laisser la parole au professeur Karim Ben Salah qui va apporter la perspective clinique afin qu'on puisse avoir le temps pour la table ronde. Karim, c'est à toi. Merci Antoine. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Alors, je partage mon écran. Vous voyez tout? Ça marche. Ça marche? Oui. OK. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Donc, moi, au cours des 10 minutes qui me sont imparties, je vais vous parler essentiellement des applications cliniques de la génétique constitutionnelle et ce que ça implique dans notre pratique d'urologue. Alors, Stéphane nous a parfaitement résumé les différents tableaux, les principaux syndromes héréditaires génétiques qui prédisposent au cancer du rein. Et dans la pratique de tous les jours, moi, je vais vous montrer quelques exemples de patients que je suis ou que j'ai traités pour voir ce que ça implique dans la prise en charge. Alors, la première question, c'est qui tester? Stéphane vous a déjà répondu. Qui tester? Il faut essentiellement y penser. Ça, par exemple, c'est une jeune femme de 39 ans à qui on a découvert fortuitement une volumineuse tumeur du rein droit, à qui j'ai fait une néphrectomie partielle robotique et ça s'est avéré être un carcinome chromophobe. Donc, à son âge, elle a 2 critères, 39 ans et une histologie pas commune. Donc, oui, bien sûr, il faut l'envoyer à l'oncogénéticienne. Là, c'est le cas d'un monsieur de 53 ans que je suis depuis quelques années. Je l'ai découvert avec des tumeurs nombreuses, multifocales et bilatérales qu'on a traitées par néphrectomie partielle, puis thérapie ciblée, thérapie ablative. Et puis après 7 ans, il a développé une insuffisance rénale chronique. On lui a fait donc une néphrectomie bilatérale et ce sont des tumeurs hybrides qui associent oncocytome et carcinome chromophobe. Et on n'a pas retrouvé d'anomalies génétiques. Donc, les critères qui sont recommandés par le CCAFU en 2020, ils s'alignent sur ceux que vous a exposés Stéphane, qui sont ceux du réseau 1K Prédire. L'âge jeune, quand on a un autre type histologique que celui à cellules claires, donc c'est-à-dire que tous les carcinomes papillaires et les carcinomes chromophobes sont supposés être vus par l'oncogénéticienne. Les patients qui ont des tumeurs rénales multiples ou bilatérales, ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer du rein et ceux qui ont des symptômes qui peuvent évoquer un syndrome héréditaire. Alors, la deuxième question la plus importante, c'est pourquoi? Stéphane y a déjà partiellement répondu. Voici l'exemple d'une jeune femme que je connais depuis 10 ans maintenant, qui se sait porteuse d'une maladie de VHL depuis sa petite enfance et que j'ai rencontrée il y a à peu près 10 ans.
Elle avait 3 tumeurs du côté droit et 2 tumeurs du côté gauche, mais c'était des tumeurs qui étaient inférieures à 3 cm. Et donc ça, c'est le premier enseignement, c'est que quand on sait que quelqu'un a un syndrome héréditaire, eh bien, on va adapter notre prise en charge chirurgicale. Et cette prise en charge va se faire dans le sens de la conservation rénale, parce que les tumeurs rénales sont là pour la vie. Il y a celles qu'on voit, mais il y a celles qu'on ne voit pas, et il y a celles qui vont venir. Et donc, il y a une règle assez arbitraire qui propose de surveiller ces tumeurs jusqu'à un seuil théorique de 2-3 cm, sauf en cas de léiomyomatose héréditaire où les tumeurs papillaires sont plus agressives. Il faut bien évidemment privilégier la néphrectomie partielle et discuter les techniques de thermoablation lorsque c'est possible. Alors, cette jeune femme, on lui a proposé la surveillance. Ces tumeurs ont progressivement augmenté de taille au bout de 3 ans. Donc, on lui a fait une triple tumorectomie droite. C'était des carcinomes à cellules claires. On lui a fait des radiofréquences sur les tumeurs contralatérales. Puis après une période de surveillance, vous voyez, elle a refait une tumeur de taille significative du côté droit. Donc, on a refait une radiofréquence et donc à 10 ans, après 10 ans de suivi, elle va bien, elle a une fonction rénale normale et pas de tumeur significative visible. En tant qu'urologue, donc, je me permets d'insister sur l'importance de la néphrectomie partielle. Je pense que c'est essentiellement des oncologues à qui je m'adresse là, mais la littérature urologique est très fournie en ce qui concerne la néphrectomie partielle. On sait parfaitement que ça préserve mieux la fonction rénale que la néphrectomie totale. Donc, ce sont des patients qui vont avoir des traitements répétés. Et donc, dès leur plus jeune âge, dès que le diagnostic est posé, il faut proposer une chirurgie aussi conservatrice que possible. Et donc, là, vous voyez une vidéo, je ne pouvais pas ne pas vous montrer de vidéo, d'une tumorectomie chez une femme jeune. On fait ça au robot. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès en termes de chirurgie. La chirurgie robotique, elle est beaucoup moins morbide que la chirurgie ouverte. Les patients, ils sortent le lendemain, ils ont beaucoup moins de complications qu'auparavant. Donc, c'est vraiment, vraiment une stratégie qui est à privilégier. Deuxième point important, c'est la surveillance que l'on va mettre en place chez ces patients qui ont un syndrome héréditaire. Là, c'est le frère de la jeune femme dont je viens de vous parler, que je suis aussi. Il a la maladie de VHL. Il a été opéré il y a 8 ans d'un petit carcinome à cellules rénales. Et là, maintenant, il a des kystes rénaux bilatéraux. Donc, je le suis régulièrement. Et donc, ça, c'est très important chez ces gens qui vont faire des tumeurs, quoi qu'il arrive, de mettre en place un schéma de surveillance optimal. Donc, les recommandations sont de faire un suivi annuel toute la vie et bien sûr de privilégier l'IRM plutôt que le scanner. Et là, c'est la dernière IRM de ce monsieur et vous voyez qu'il est apparu une petite tumeur tissulaire solide d'1 centimètre. Donc, on va continuer à surveiller. Donc, bien leur faire comprendre que c'est important de surveiller pendant une longue période et de façon répétée. Voici le cas d'un autre patient que j'ai opéré il y a 2 ans. C'est un monsieur de 31 ans à qui on avait découvert de façon fortuite une grosse tumeur du rein droit centro-rénal. Je lui ai fait une néphrectomie partielle robotique et il s'est avéré que c'était un carcinome à stroma léiomyomateux. Et devant le jeune âge et le caractère peu commun de l'histologie, il a été adressé à l'oncogénéticien et il a été testé positif pour le gène TSC1 de la sclérose tubereuse de Bourneville. Il va bien à 3 ans, mais le fait d'avoir retenu ce diagnostic, eh bien, ça permet de dépister les manifestations extra-rénales qui peuvent être morbides et qui sont souvent asymptomatiques. Et donc, dans ce contexte, l'oncogénéticienne joue un rôle central parce que c'est elle qui va coordonner la prise en charge du patient entre les différents intervenants. Alors, pour la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est essentiellement les atteintes du système nerveux central, mais il y a aussi des atteintes cardiologiques ou ophtalmologiques. Et c'est elle, l'oncogénéticienne, qui va s'assurer qu'il y ait un suivi régulier et que tout soit coordonné entre les différentes personnes. C'est aussi vrai pour la maladie de VHL. Alors, les patients sont suivis à vie par l'urologue sur le plan rénal, mais il y a, comme Stéphane l'a dit, d'autres manifestations qui peuvent être graves et importantes.
comme les hémangioblastomes ou les phéochromocytomes, qui nécessiteront le concours d'autres spécialistes. Là, c'est une dame de 60 ans que j'ai opérée il y a plusieurs années d'une néphrectomie élargie parce qu'elle avait une volumineuse tumeur centrale du rein. C'était un carcinome à cellules claires, TT3, ISUB3, donc tumeur assez agressive. Et je l'ai perdue de vue. Elle est revenue il y a un an me voir avec un scanner thoraco-abdominopelvien qui ne montrait pas de récidive, mais où sur le scanner thoracique, on observait des kystes pulmonaires qui n'étaient pas présents initialement. Donc, suite à cette constatation, je l'ai adressé à l'oncogénéticien qui a mis en évidence un syndrome de Birt-Hogg-Dubé. Et donc, on peut se poser la question de l'utilité de faire un bilan oncogénétique comme ça à cet âge-là. L'utilité, c'est qu'une fois que l'anomalie génétique est identifiée, eh bien, ça permet de dépister les membres de la famille, voir s'ils ont des lésions rénales ou extra-rénales, rassurer ceux qui n'ont pas la mutation. Et ça peut être très important, notamment dans les syndromes agressifs comme la leiomyomatose. Et puis enfin, dans le futur, on peut espérer que déceler des anomalies génétiques, ça permettra de guider les traitements systémiques. Vous savez que les mutations germinales du gène MET sont associées avec la réponse clinique à différents traitements dans les cancers papillaires. L'éverolimus, il a l'AMM pour traiter les angiomyolipomes, les volumineux angiomyolipomes des patients qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville. Et puis récemment, ont été rapportés à l'ESMO les résultats d'un essai de phase 2 qui évaluait un anti-IF2-alpha dans une population de patients avec une maladie de VHL, avec comme objectif principal et secondaire les taux de réponse sur les lésions rénales et extra-rénales. Et les résultats sont intéressants, avec un taux de réponse de 36% pour les tumeurs du rein et qui peut monter jusqu'à 64% pour le pancréas, avec des effets secondaires qui sont fréquents, mais qui finalement assez limités, un peu d'effets secondaires de grade 3 ou supérieur. Donc, ce sont des pistes intéressantes qui vont se préciser par l'avenir et probablement que l'analyse génétique jouera un rôle dans la prise en charge de ces patients. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut tester au maximum pour pouvoir optimiser la prise en charge de ces patients, planifier au mieux la surveillance, leur assurer une prise en charge globale, dépister les membres de la famille asymptomatiques qui seraient atteints, peut-être à l'avenir optimiser les traitements médicaux et puis surtout améliorer nos connaissances avec la découverte, je l'espère, de nombreux gènes prédisposants au cancer, comme l'a exposé Stéphane Richard, et je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux topos sur le cancer du rein. Je vais tout de suite laisser Virginie faire la synthèse des questions. Nous aurons 5 minutes pour la table ronde afin de ne pas trop déborder sur la pause. Bonjour, alors rebonjour. Donc merci beaucoup à Stéphane et Karim de nous avoir exposé vraiment la grande richesse à la fois des prédispositions héréditaires au cancer du rein et aussi, comme vous avez pu le remarquer, la grande richesse des sous-types histologiques de tumeurs qu'on peut rencontrer dans ce contexte, contrairement peut-être avec le cancer de la prostate, et ça c'est une différence majeure. On a des corrélations qui sont importantes. Donc, alors, attendez, en attendant que je lise les questions, parce qu'en fait, j'étais un petit peu focalisée sur vos présentations, j'aurais une question à poser. Donc, on a vu l'importance de la prise en charge à l'échelle individuelle, familiale, l'importance de la surveillance, de la conservation de la fonction rénale. En ce qui concerne les tumeurs qui ont un potentiel métastatique, et là, j'ai en tête 2 tumeurs extrêmement rares, que sont les tumeurs qui sont associées à des mutations constitutionnelles de la fumaratidratase ou de la succinate déshydrogénase, qui sont 2 enzymes du cycle de Krebs, dont on sait qu'au moins pour la succinate déshydrogénase, il va y avoir en fait des anomalies du fait de l'activité de l'oncométabolites, des anomalies de la réparation des cassures du bleu-brun. Et je voulais savoir, pour les formes métastatiques, notamment de ces cancers rénaux succinate déficients, si il n'était pas intéressant de mettre en place assez rapidement
des essais cliniques. Je crois qu'il y en a un qui va peut-être commencer, justement en lien avec ces réparations des cassures double brin pour ce sous-type très particulier. Est-ce que vous auriez un élément de réponse? Je ne sais pas. Je suis incompétent pour répondre à ce point précis, j'avoue. Ouais. Moi non plus, je suis bien incapable de répondre. J'aurais tendance à prendre le coup de fil à un ami et demander à Laurence Albigès de répondre à la question si elle est là. Donc, on a la chance, comme disait… Oui, vas-y Stéphane. Non. On a la chance, comme soulignait Yves, d'avoir, nous pathologistes, la possibilité de diagnostiquer deux formes héréditaires extrêmement rares, donc, que je viens de citer, les carcinomes SDH déficients et les carcinomes FH déficients, qui sont associés à des formes héréditaires. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pour vous la possibilité, donc je reviens à la question précédente, de mettre en place des essais thérapeutiques pour ces formes extrêmement rares, dont on sait que les métastases peuvent survenir très tôt, notamment pour les carcinomes FH, comme soulignait Stéphane, qui étaient avant considérés comme des carcinomes papillaires. Est-ce que vous ne pensez pas que, notamment dans le cadre du GTUG, on pourrait mettre en place des essais cliniques assez rapidement? Je ne sais pas s'il y a des oncologues Laurence. Vas-y, Laurence. Bon, merci pour cette question. En fait, effectivement, le GTUG, en collaboration avec les uropathologistes et les chirurgiens urologues, a réussi à mener des essais dédiés à certaines tumeurs. Et donc, c'est le cas pour les papillaires. Et vous le savez, Gabriel Malouf mène tout un programme dans les carcinomes à translocation. Et donc, progressivement, Virginie, effectivement, on va vers des tumeurs qui sont de moins en moins fréquentes. Et là, on vient de générer des données sur les carcinomes avec altération de FH, qui sont des données rétrospectives. Et je pense qu'on est obligé de passer par cette étape-là. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que ces patients soient adressés dans des centres de référence pour qu'on puisse les mettre dans des essais cliniques. Et aujourd'hui, les essais cliniques, on essaye de pousser pour qu'ils soient spécifiques par tumeur. Et parfois, ce seront des espèces de baskets dans les carcinomes non acellulaires, mais avec des analyses spécifiques par type histologique. Donc, Virginie, le message, c'est il faut que ces patients-là soient centralisés dans des centres qui peuvent avoir accès à de la recherche clinique. Et donc, merci Laurence. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indication pour ces patients-là à passer en RCP moléculaire, justement, puisque comme le soulignait Yves, il y a l'accès éventuellement aux plateformes Sequoia pour ces patients très, très particuliers avec des formes très rares. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à les passer en RCP moléculaire, mais d'emblée? Oui, très clairement. Je pense que les patients avec des carcinomes non acellulaires métastatiques devraient être soumis à ces plateformes, soit via Sequoia, soit via des programmes institutionnels, pour qu'on génère plus de données. La France a cette chance, une fois de plus, d'être assez bien organisée, avec les uropathologistes qui sont très structurés notamment. Et donc, je pense qu'il faut qu'on essaye de mieux caractériser ces tumeurs. Et on le fait. Les oncologues médicaux sont investis. C'est la suite de Carrare, quelque part. Et il faut porter ça, tout à fait. Donc, vous savez qu'il y a, comme dans le cancer de la prostate, il y a un panel rein maintenant qui a été mis en place dans plusieurs plateformes de laboratoires d'oncogénétique. Et il y aurait, je pense, à mon sens, pour les formes rares en particulier, donc tous les carcinomes non acellulaires, à d'emblée avoir accès en somatique au remaniement de l'ensemble de ces gènes impliqués dans l'oncogénèse rénale, pour mettre en place assez rapidement des traitements qui ne soient pas ceux actuellement, c'est-à-dire les premières lignes qui sont calquées sur les cancers acellulaires. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir pour tous ces patients-là qui ont un carcinome non acellulaire, surtout pour ceux qui ont un potentiel métastatique, de mettre en place plus systématiquement une analyse somatique par ce panel de gènes sans aller jusqu'à l'exome d'emblée. Merci beaucoup pour toutes ces discussions. Il faut vraiment qu'on avance. Je suis désolé de jouer l'horloge et je vais redonner la parole à Karim Fizazi pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les orateurs. Merci Antoine, merci Virginie.
On est un tout petit peu en retard, mais c'est pas la catastrophe. On va quand même faire une pause, que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je vous propose qu'on se donne 10 petites minutes de pause et qu'on recommence à 11h50. Et on va parler de la biologie du cancer de la vessie. Donc, revenez vite dans 9 minutes à peu près. À tout de suite. Merci beaucoup.